Bienvenue au projet WOSA. WOSA est l'acronyme de What is on the Web Safe for All Family Members, le web en toute sécurité pour tous les membres de la famille. WOSA cherche à donner aux familles les moyens d'acquérir une culture numérique axée sur la manière dont les individus interprètent, appliquent et synthétisent les informations et le contenu provenant d'Internet. De cette manière, ils peuvent se forger des opinions équilibrées et informées. WOSA se compose d'un ensemble de matériels d'apprentissage différents, tous conçus pour soutenir l'apprentissage en famille. Ce livre audio en fait partie. La littératie numérique est un ensemble de compétences requises pour pouvoir utiliser l'ordinateur et Internet. Cela signifie avoir les compétences nécessaires pour vivre, apprendre et travailler dans une société où la communication et l'accès à l'information se font de plus en plus par le biais de technologies numériques telles que les plateformes Internet, les réseaux sociaux et les appareils mobiles. La compétence numérique est l'utilisation responsable, confiante et critique des technologies de l'information et de la communication pour le travail, les loisirs, l'apprentissage et la communication dans le monde numérique. L'éducation aux médias est tout aussi importante aujourd'hui, car elle signifie avoir la capacité ou les compétences nécessaires pour analyser les médias de manière critique afin d'en vérifier l'exactitude, la crédibilité ou la partialité. Les médias englobent tout contenu créé et consommé, y compris sur Internet et les réseaux sociaux. Cette book se compose de 9 chapitres qui vous permettront d'acquérir les connaissances nécessaires pour naviguer dans le monde numérique d'aujourd'hui. La culture numérique est devenue une nécessité au XXIe siècle, une nécessité que la plupart d'entre nous tentent encore d'appréhender. L'évolution de la technologie et d'Internet a fait de cette culture une compétence essentielle pour de nombreux emplois et ressources éducatives. Dans le monde d'aujourd'hui, la technologie est partout autour de nous. Elle est devenue un élément fondamental de notre société hyperconnectée. Dans un monde rempli d'écrans, tout est à la demande et des informations infinies sont constamment à portée de main. La culture numérique est un élément clé pour permettre aux gens de faire des choix et de prendre des décisions en connaissance de cause dans les environnements numériques et de réseaux sociaux omniprésents d'aujourd'hui. Elle peut donc vous aider à devenir un citoyen numérique informé et à acquérir le savoir-faire nécessaire pour utiliser la technologie et interagir avec le monde qui vous entoure. Cela vous aidera à connaître les potentiels et les pièges de la technologie, en fin de compte, à naviguer dans ce nouveau monde plein de possibilités. Chapitre 1, le langage numérique et des médias, explication des termes clés. Se familiariser avec les termes de l'univers des médias numériques est essentiel pour mieux comprendre le langage et le style de communication du monde en ligne. Ce livre audio vous présentera quelques-uns des termes clés les plus couramment utilisés dans le monde numérique, information, faits concernant une situation, une personne, un événement, etc. Cela dépend de la situation et peut permettre d'identifier plus de détails sur un certain sujet. Recherche, une étude détaillée d'un sujet, notamment pour découvrir de nouvelles informations ou parvenir à une nouvelle compréhension. Erreur, quelque chose de fait ou décrit par accident qui n'est pas correct, pas précis ou qui ne donne pas le bon résultat. Audio, un enregistrement sonore ou lié à l'audition ou au son, comme ce livre audio. Vidéo, un enregistrement électronique d'images animées et de sons, sous forme de fichiers numériques, par exemple un film, une émission de télévision ou une vidéo YouTube. Participation active, ce domaine concerne les compétences dont les citoyens ont besoin pour être pleinement conscients de la manière dont ils interagissent dans les environnements numériques qu'ils habitent afin de prendre des décisions responsables, tout en participant activement et positivement aux cultures démocratiques dans lesquelles ils vivent. Programme, une émission de télévision ou de radio. Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un groupe de plateformes dont le contenu est généré par ses utilisateurs. Celui-ci tend à contenir du texte, des photos, des vidéos ou même des animations. Ces plateformes facilitent la communication entre des groupes de personnes du monde entier. Les réseaux sociaux sont un terme extrêmement large, car ils sont utilisés à de nombreuses fins. En tant que source d'information, outil social, outil d'auto-présentation, plateforme de soutien ou même pour vendre des produits. De nos jours, de plus en plus d'entreprises utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits auprès de leurs utilisateurs et atteindre les personnes intéressées dans le monde entier. En outre, les politiciens et même les groupes religieux se présentent et attirent les électeurs ou les personnes religieuses de leur côté grâce à ces plateformes. Les réseaux sociaux les plus populaires aujourd'hui sont Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn et YouTube et chaque année, de nouvelles plateformes sont développées. Chacune de ces réseaux sociaux fonctionne de la même manière, en utilisant le contenu créé par les utilisateurs, mais pour s'adresser à divers types de personnes utilisant des réseaux différents. Pour mieux comprendre les réseaux sociaux, vous devez connaître les termes clés fréquemment utilisés par leurs utilisateurs. Le partage fait référence au contenu qui a déjà été publié par quelqu'un d'autre. Il peut s'agir d'une personne ou d'une entreprise,
et vous l'envoyez par message privé ou vous le partagez sur votre page principale pour que les autres puissent également le voir. Par exemple, sur Twitter, où les utilisateurs publient des messages appelés tweets, on appelle cela retweeter. Publier. La publication fait référence à l'acte de publier un contenu, qu'il s'agisse d'un texte, d'une photo ou d'une vidéo, sur les plateformes de réseaux sociaux. Le contenu est appelé post. Liker. En tant qu'utilisateur, vous pouvez dire si vous aimez ce que vous lisez ou voyez sur les réseaux sociaux. Lorsque vous rencontrez un contenu que vous aimez, vous pouvez choisir de lui donner un pouce en l'air ou un cœur. Cela signifie que vous trouvez le contenu que vous voyez intéressant, et l'auteur en sera informé. Tweeting. Tweeting est un terme utilisé uniquement pour la plateforme appelée Twitter et signifie écrire un texte et le publier. Gardez à l'esprit que la plateforme n'autorise que des textes courts de 140 caractères, il faut donc que le texte soit court et approprié. Réaction. Les réactions font référence de manière similaire à l'action d'aimer un contenu, mais récemment, elles ont été associées davantage à la plateforme Facebook. Les réactions vous permettent, vous l'avez deviné, de réagir au contenu avec différentes icônes telles que la réaction au slider ou la réaction exprimée par un cœur. Ces nouvelles icônes ont des significations différentes, un simple like en forme de cœur signifie que vous aimez le contenu, un smiley serrant un cœur signifie que vous vous souciez du contenu. Un visage rieur signifie que vous trouvez le contenu drôle. Un visage qui pleure signifie que vous trouvez le contenu triste, et le visage rouge en colère signifie que le contenu vous met en colère ou que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Suivi. Ce terme exprime le désir de recevoir des mises à jour constantes de la part d'une personne, d'une organisation ou d'une entreprise. Lorsque vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous avez accès aux mises à jour lorsqu'une personne ou une organisation publie quelque chose de nouveau. Cette fonction n'est pas présente sur toutes les plateformes, mais on la trouve sur la plupart des réseaux sociaux. Cette fonction apparaît également sur YouTube, mais sous un nom différent, s'abonner. Followers. Les followers sont les personnes qui suivent une page ou un compte de réseaux sociaux. Les entreprises ont tendance à viser une large base d'abonnés, car cela signifie qu'elles peuvent faire du marketing en ligne auprès de leurs abonnés et gagner de futurs acheteurs. Amis. Le terme ami apparaît sur Facebook où vous pouvez demander à être ami avec une personne donnée. Il est recommandé de ne demander à quelqu'un d'être votre ami que si vous le connaissez, mais ce n'est pas une obligation. En réalité, peu importe que vous la connaissiez dans la vie réelle, vous pouvez toujours être ami sur les plateformes de réseaux sociaux. Cela vous donne accès à ce qu'ils publient, ou vous pouvez communiquer avec eux via ces plateformes. Groupes. Les groupes sont surtout présents sur Facebook et sont similaires à tout autre club hors ligne. Les personnes ayant les mêmes intérêts se réunissent dans des espaces en ligne pour parler d'un sujet commun et partager différentes idées et informations. Hashtag. L'hashtag est un mot ou une phrase non espacée préfixée par le symbole dièse. Il est devenu extrêmement populaire sur Twitter, mais a depuis fait son apparition sur de nombreux autres réseaux sociaux. L'hashtag permet de regrouper des contenus similaires sous un certain thème. Ainsi, si vous publiez une photo qui contient une montagne et une randonnée, et que vous ajoutez l'hashtag #mountain dans la description de la photo. Cela permet de classer la publication et elle apparaîtra sur une page supplémentaire, qui porte le nom de l'hashtag que vous utilisez, avec toutes les autres photos du monde entier qui ont reçu le même hashtag. Les entreprises, les organisations et même les particuliers utilisent les hashtags pour leur visibilité, ce qui les aide à diffuser leur contenu à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Le balisage. Le balisage consiste à identifier une personne ou une entreprise lorsque vous publiez un contenu en ligne, comme une photo ou une vidéo où la personne apparaît. En procédant ainsi, la personne identifiée sera taguée ou identifiée et aura la possibilité de partager votre publication sur sa page de réseaux sociaux. Notifications. Les notifications sont des sons ou des symboles visuels qui apparaissent sur les réseaux sociaux lorsque quelque chose de nouveau se produit. Par exemple, si vous avez reçu un message ou si un ami a publié quelque chose de nouveau. En termes simples, il s'agit d'une annonce en ligne. Escroquerie en ligne. Signification et type. Que sont les escroqueries en ligne? Dans le monde d'aujourd'hui, les escroqueries en ligne sont fréquentes. Il existe différentes méthodes de fraude sur Internet créées par des cybercriminels. L'objectif principal de ces types d'escroqueries peut aller du vol de cartes de crédit à la capture des identifiants de connexion et des mots de passe des utilisateurs, voire à l'usurpation d'identité. Ces types de fraudes peuvent vous surprendre par le biais de mails, de SMS, d'appels téléphoniques, de liens en ligne et de contenus téléchargeables. L'escroquerie en ligne la plus courante est le phishing.
Le phishing est une méthode d'escroquerie en ligne par laquelle les cybercriminels envoient des courriels qui semblent provenir d'une source valide, soit votre banque, votre compte de réseaux sociaux, une boutique en ligne que vous avez utilisée récemment ou un service auquel vous êtes abonné comme Netflix ou Amazon. Ces cybercriminels vous font croire que la communication provient de l'entreprise en laquelle vous avez confiance, dans l'intention de voler vos données personnelles ou d'accéder à votre compte bancaire. Un autre type de phishing très répandu est celui des messages provenant de personnes inconnues qui vous offrent des récompenses ou des cadeaux somptueux. L'histoire du prince nigérian en est un bon exemple. Ces dernières années, de nombreuses personnes ont reçu des messages d'un soi-disant prince nigérian qui vous demande une petite somme d'argent en récompense d'un gros héritage. Cette escroquerie a trompé de nombreuses personnes qui ont été amenées à divulguer leurs coordonnées bancaires par le biais d'un lien fourni par le prince dans les emails. Le moyen le plus simple d'identifier ce type d'escroquerie est de prêter attention, l'adresse électronique à partir de laquelle le courriel a été envoyé. Gardez à l'esprit que les institutions officielles n'utilisent pas de fournisseurs de mails gratuits tels que Gmail, Yahoo, Hotmail ou autres. Les fautes de grammaire et les phrases qui ne sont pas naturelles. URL, lien, bizarre censé vous renvoyer vers l'entreprise avec laquelle vous interagissez. Logo ou image de faible résolution. Il y a quelques éléments à garder à l'esprit avant d'ouvrir un lien qui vous est envoyé par courrier électronique. Les banques et les institutions officielles ne vous demanderont jamais d'informations personnelles par email ou par téléphone. Si vous recevez un email d'une personne que vous ne connaissez pas et qui vous demande des informations personnelles ou de l'argent, vous ne devez pas ouvrir le lien. Définissons maintenant quelques termes courants. Spam. Le spam est l'équivalent électronique du courrier indésirable que vous recevez par la poste. En plus d'être envahissant, il peut contenir des liens de phishing qui, s'ils sont cliqués, peuvent infecter votre appareil avec un virus ou voler vos informations personnelles. Trolling. Le trolling est l'acte d'une personne qui publie du contenu dans l'intention de créer une discussion négative sur un sujet donné. De nombreux trolls agissent ainsi pour gagner en popularité en contrariant les lecteurs. Le contenu est généralement provocateur, négatif ou hors contexte. Cette action est généralement réalisée pour le plaisir du troll ou pour perturber l'activité en ligne d'une personne ou d'un personnage public. La netiquette est l'abréviation de Internet Etiquette. Tout comme l'étiquette est un code de comportement poli en société, la netiquette est un code de bonne conduite en ligne. Elle englobe plusieurs aspects d'Internet, tels que le courrier électronique, les réseaux sociaux, le chat en ligne, les forums web, les commentaires sur les sites web, les jeux multijoueurs et d'autres types de communication en ligne. Il n'existe pas de liste officielle des règles de la netiquette, mais nous pouvons mentionner certaines des plus courantes. Utilisez un langage respectueux, ne jurez pas et n'utilisez pas de langage offensant. Respectez les autres utilisateurs comme vous le feriez dans la vie réelle. Respectez leur vie privée et ne partagez aucune information ou photo ou vidéo en dehors du message privé qu'ils ont pu partager avec vous. Évitez de publier des contenus offensants. Évitez de répondre par un commentaire négatif à un message négatif. Dites merci si quelqu'un vous a aidé en ligne ou a répondu à votre question. Répondez aux questions des autres si vous connaissez la réponse. Restez dans le sujet lorsque vous répondez à un message, une photo ou une vidéo. Ne trollez pas les gens. N'envoyez pas de grandes quantités de messages ou de courriels non désirés, cela s'appelle du spamming. Les réseaux sociaux favorisent la communication. C'est là que de nombreux termes courants ont été abrégés au fil du temps. Les abréviations les plus couramment utilisées dans la communication en ligne sont les suivantes. DM signifie direct message, utilisé principalement sur Instagram. PM signifie message privé, utilisé principalement sur Facebook. FB signifie Facebook. IG signifie Instagram. BRB signifie Be Right Back. BTW signifie By the way. FOMO signifie Fear of Missing Out, peur de manquer quelque chose. FYI signifie For Your Information. URL signifie adresse web globale d'un site ou d'une page. LOL signifie Log Out Loud, rire aux éclats. OMG signifie Oh, mon Dieu. IDK signifie I don't know, je ne sais pas. TY signifie Thank you. YOLO signifie You only live once, on ne vit qu'une fois. KK signifie OK. BC est l'abréviation de because.
PLS. PLS est l'abréviation de Please. Chapitre 2. La désinformation. Les fake news. Et la vérification des faits. Que signifie fake news? Les fake news sont des informations fausses ou trompeuses qui sont présentées comme des vraies nouvelles. Normalement, elles ne reposent sur aucun fait réel et le message induit en erreur les personnes. Les fake news se répandent très facilement sur les réseaux sociaux. Le but de ces informations est principalement de tromper l'opinion publique dans une certaine direction et de créer ainsi une fausse opinion sur une certaine personne, personnalité ou entreprise. Les fake news ou la désinformation se présentent de différentes manières en ligne. Voici quelques types de fake news. Le clickbait. Il s'agit d'un titre ou d'un texte à sensation sur Internet, conçu pour inciter les internautes à suivre un lien vers un article sur une autre page web. La propagande. La propagande est un mode de communication qui consiste à présenter une information de manière subjective, parfois même en ne montrant qu'une partie de l'information, dans le but d'influencer le public vers un certain comportement ou un programme politique. Satire-parodie. La satire-parodie est un mode de communication qui n'a pas l'intention de causer du tort, mais qui a le potentiel de tromper, généralement pour un effet comique. Parotisme. Le perroctage est l'acte de répéter des informations entendues sans s'informer sur le sujet ou former un argument intelligent de sa propre initiative. La différence entre désinformation et malinformation réside dans l'intention avec laquelle l'information est partagée. La désinformation est une fausse information diffusée sans intention de nuire, par exemple une nouvelle ou une photo qui a été partagée par vos proches sans avoir été vérifiée. La désinformation est créée et partagée par des personnes ayant une intention nuisible. Comme son nom l'indique, elle vise à créer de fausses informations sur un sujet ou une personne. La malinformation est le partage d'informations authentiques dans l'intention de nuire. Par exemple, lorsque des informations confidentielles sur une personne publique sont partagées en ligne dans le but de détruire l'image de cette personne. Pour vérifier si une certaine information est fausse ou non, vous devez consulter plusieurs sources et voir si l'information apparaît également sur des portails d'information valides ou même dans la presse internationale. La multiplicité des sources d'information est la base du journalisme, et un article d'actualité valide doit comporter au moins 4 sources d'information différentes. Il est également important de savoir si les auteurs sont nommés et s'il existe des sources de soutien. La date de publication est importante pour évaluer si l'article est pertinent et à jour. La Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, IFLA, a dressé une liste des principaux points à prendre en considération pour déterminer si une nouvelle est fausse ou non. Considérez la source, pour comprendre sa mission et son objectif. Lisez au-delà du titre, pour comprendre l'ensemble de l'histoire. Vérifiez les auteurs, pour voir s'ils sont réels et crédibles. Évaluez les sources justificatives, pour vous assurer qu'elles soutiennent les affirmations. Vérifiez la date de publication, pour voir si l'histoire est pertinente et à jour. Demandez s'il s'agit d'une blague, pour déterminer s'il s'agit d'une satire. Examinez vos propres préjugés, pour voir s'ils affectent votre jugement. Demandez à des experts, pour obtenir la confirmation de personnes indépendantes ayant des connaissances. L'éducation aux médias et l'éducation numérique sont essentielles pour éviter d'être manipulé par des informations trompeuses et fausses en ligne. Ne pas reconnaître la nature manipulatrice des informations tirées d'Internet peut conduire à des opinions déformées et créer la confusion. Très souvent, des rumeurs non vérifiées et non confirmées sont diffusées sur Internet afin de semer la confusion, de provoquer des troubles et d'induire le public en erreur sur des questions spécifiques. Ces rumeurs sont très souvent enrobées d'une part de vérité mais entourées d'informations fausses et trompeuses. En outre, ils sont souvent accompagnés de titres accrocheurs, d'informations sensationnelles et d'affirmations trompeuses. Il est particulièrement important d'être conscient de ces pratiques, compte tenu de la popularité des réseaux sociaux. Outre les efforts déployés par les plateformes elles-mêmes pour contrôler et signaler les fausses nouvelles, la quantité de rumeurs et de fake news est si importante que les plateformes ont du mal à réguler cette pratique. Dans un tel environnement, ces plateformes, et les médias numériques en général, deviennent une source de désordre informationnel. La connaissance des phénomènes de fake news et de désinformation en ligne nous amène à ce que nous pouvons faire pour y remédier. Il est important de se rappeler votre responsabilité personnelle en tant qu'utilisateur des technologies numériques et des réseaux sociaux. Essayez d'être attentif lorsque vous consommez des nouvelles et des informations et vérifiez toujours la source, l'auteur, le but de l'article et le point de vue de l'auteur. En sachant qui et d'où viennent les informations, vous pouvez vous forger des opinions meilleures et bien informées sur n'importe quel sujet. Le consumérisme est ce que la publicité essaie de nous vendre.
Le consumérisme est généralement défini comme un mouvement social qui protège les consommateurs et promeut la consommation de biens sur le marché. Le consumérisme numérique, en tant qu'extension du concept standard de consumérisme, est un concept qui implique l'achat et la vente de biens et de services dans le monde numérique, y compris sur les réseaux sociaux. Avec l'apparition des places de marché virtuelles sur la scène mondiale, le comportement et les interactions dans le monde virtuel changent radicalement et cette évolution rapide crée une vulnérabilité due à l'utilisation d'informations erronées, trompeuses et mensongères sur les marchés en ligne. Le principal mode de fonctionnement des marchés numériques est la publicité en ligne. Il s'agit de toute forme de publicité diffusée en ligne, quelle que soit la manière dont elle apparaît sur votre navigateur, sur les applications de réseaux sociaux ou sur toute autre publicité sur Internet. De nos jours, cette forme moderne de publicité apparaît sous de multiples formes qui peuvent inclure des sites de streaming vidéo comme YouTube, des annonces de type pay-per-click, PPC, que vous voyez en haut des résultats de recherche, des posts sur les réseaux sociaux, du contenu sponsorisé et plus encore. Malheureusement, certaines annonces en ligne peuvent être de nature trompeuse. L'utilisation de graphiques accrocheurs et d'autres astuces psychologiques peuvent vous inciter à choisir une option préférable et plus rentable pour les sites de vente en ligne. Voici quelques-unes de ces méthodes. Orientation vers le bon choix. En utilisant des visuels et des boutons colorés, les détaillants peuvent vous orienter vers l'option la plus chère qu'il aimerait que vous choisissiez. La version la moins chère peut se cacher derrière un emplacement plus petit et moins visible sur le site web. Il en va de même pour les options d'abonnement à un service, mais le bouton de désabonnement pourrait être petit, caché, et ajouter des étapes supplémentaires pour terminer l'action. Il est vraiment important de prêter attention et de lire attentivement l'ensemble du texte tout en étant conscient de la manipulation visuelle. Ajout d'articles supplémentaires non désirés dans le panier d'achat. Lors d'un achat en ligne, certains détaillants peuvent ajouter des articles supplémentaires dans le panier dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Cela peut être écrit en petites lettres ou dans des cases à cocher sous l'article. Ainsi, le client se retrouve avec des coûts supplémentaires ou des articles non désirés dans son panier d'achat en ligne. Par exemple, si vous faites des achats en ligne et que vous achetez un téléviseur, le site web en ligne pourrait ajouter une extension de garantie ou des câbles HDMI supplémentaires dans votre panier. Les coûts cachés et le fait de ne pas afficher le prix avant la fin. Lorsque vous passez beaucoup de temps à vérifier les produits et que vous trouvez le produit parfait au prix parfait, à la fin du processus, lorsque vous devez payer, vous vous rendez compte qu'il y a des coûts supplémentaires ou que des prix différents peuvent apparaître. De nombreux détaillants cachent le prix total jusqu'à la fin du processus, lorsque vous êtes plus susceptible d'acheter le produit au lieu de passer plus de temps à chercher une autre boutique en ligne. Souvent, le prix majoré comprend un coût caché ou un abonnement supplémentaire qui n'était expliqué que par un petit texte gris sous la description du produit. N'oubliez pas de lire les petits caractères, de faire attention aux cases à cocher ou d'annuler votre abonnement avant d'être facturé. Vous poussez à l'achat impulsif et rapide. Certaines des tactiques employées à cet effet consistent à indiquer que le produit est peut-être en stock limité ou à montrer que d'autres personnes l'achètent en vous signalant des noms qui achètent le produit dans votre région. Ces notifications sont activées par la connaissance de votre position via les services de localisation. Ces tactiques sont employées pour s'assurer que vous ne réfléchissez pas trop avant d'acheter les produits, de peur de manquer quelque chose. En général, il s'agit d'une tactique publicitaire et il n'est pas nécessaire d'acheter impulsivement. Il est extrêmement facile de s'inscrire et très difficile d'annuler. Souvent, les options d'abonnement à un service en ligne peuvent être aussi simples que de remplir un questionnaire simple et court avec vos données. Mais si vous décidez que le produit ou le service ne correspond pas à vos besoins et à vos envies, l'annulation peut être un véritable casse-tête. Parfois, il peut être difficile de trouver l'option d'annulation sur le site web. Cela peut impliquer de téléphoner à un centre d'appel, où vous pouvez trouver une liste de règles compliquées pour décourager le client d'annuler les paiements envers la société. Il est conseillé de vérifier les options d'annulation avant de souscrire un abonnement à un service ou à un produit et d'être conscient de la procédure à suivre. Vous demandez de créer un compte avant de pouvoir naviguer sur le site. En vous demandant de créer un compte avant que vous ne puissiez voir les produits, le vendeur obtient déjà des données précieuses sur vous. Ces données sont généralement utilisées pour vous proposer des publicités et des offres marketing supplémentaires. Lorsque vous avez déjà créé un compte, il est psychologiquement plus facile d'acheter quelque chose après avoir déjà investi du temps dans la création du compte. En résumé, pour être conscient de ces pratiques et s'en protéger, il faut lire les petits caractères, rechercher les cases à cocher et être attentif aux images trompeuses que l'on trouve souvent sur les sites de vente en ligne. Ne vous laissez pas influencer par ces tactiques et évitez les achats impulsifs. Si vous ne comprenez pas le texte, ne cliquez pas,
car il est fort probable que vous acceptiez des conditions que vous ne comprenez peut-être pas et qu'il est difficile d'annuler une fois qu'elles ont été acceptées. Par rapport à la publicité classique, le spécialiste du marketing digital dispose des outils et des capacités nécessaires pour contrôler et adapter des publicités personnalisées rien que pour vous. Tout ce que vous faites avec vos appareils électroniques est surveillé, suivi, signalé et stocké. Et toutes ces informations sont sauvegardées indéfiniment, prêtes à être diffusées à tout moment pour aider une entreprise à réaliser une vente. Les annonceurs en ligne utilisent diverses techniques comme le suivi de l'historique de votre activité sur les sites, l'utilisation de la technologie de localisation et les cookies, qui sont des morceaux de programmation qui fonctionnent en arrière-plan d'un site web, d'une application ou d'un appareil. Ce sont des informations que le navigateur web a déposées sur votre ordinateur avec un cookie. Lorsque vous retournez sur le site, l'ordinateur lit le cookie et distille les informations de vos précédentes visites. De nombreuses personnes ne sont pas tout à fait conscientes de la façon dont cette technologie met en danger leur vie privée. Avec la possibilité d'obtenir des données personnelles et confidentielles. Ces méthodes publicitaires permettent de développer des produits spécifiques pour satisfaire les besoins des consommateurs en fonction de leur race, de leur sexe, de leur âge ou de leur localisation. Cependant, les données pourraient également être utilisées pour manipuler un client non informé afin de l'inciter à acheter un produit spécifique qui pourrait ne pas lui être bénéfique. Une façon de limiter l'étendue des données partagées avec les spécialistes du marketing en ligne est de désactiver les services de localisation et d'utiliser des applications de blocage des publicités, applications qui bloquent les publicités qui apparaissent sur votre écran. Un autre moyen consiste à lire attentivement les conditions d'acceptation des cookies sur les sites web et à refuser de les accepter si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions. De la même manière, la publicité sur les réseaux sociaux tend à être personnalisée en fonction de l'activité de l'utilisateur sur le service. Des utilisateurs différents peuvent recevoir des annonces publicitaires différentes parce qu'ils ont un comportement différent sur les réseaux sociaux. Nombre de ces publicités sont axées sur la réponse émotionnelle de l'utilisateur aux informations présentées en ligne. En prêtant attention aux annonces publicitaires en ligne qui déclenchent des réponses émotionnelles, nous pouvons explorer ce qui distingue ces publicités du flux habituel d'annonces au point que les gens s'en souviennent et veulent partager leurs expériences. Il faut être conscient que de nombreuses publicités peuvent être déguisées en contenu normal sur les réseaux sociaux, ressemblant généralement à des posts normaux sur Facebook ou à des stories sur Instagram. Ces posts sont sponsorisés et guident l'utilisateur vers l'achat d'un produit ou d'un service. En général, toutes ces méthodes sophistiquées et nouvelles de publicité dans le monde numérique peuvent être très difficiles et mettre les gens dans des positions vulnérables, en particulier les jeunes enfants et les personnes âgées. Les nouvelles stratégies de publicité en ligne, en constante évolution, tentent de séduire leurs utilisateurs en suivant leur comportement. Elles vous influencent de manière subliminale pour susciter de nouveaux désirs, créant ainsi efficacement de nouveaux marchés pour leurs biens et services. En étant conscients de ces stratégies et en limitant les données que nous partageons en ligne, nous pouvons minimiser les conséquences et créer un environnement en ligne plus sûr pour tous les utilisateurs des réseaux sociaux. Chapitre 4. Vie privée et sécurité. Aujourd'hui, avec l'augmentation du temps passé en ligne, en naviguant sur le web ou en utilisant les réseaux sociaux, nous exposons de plus en plus nos données et notre comportement en ligne à des individus malveillants. Plus notre vie évolue dans la sphère numérique, plus nous sommes vulnérables à un large éventail de facteurs de risque allant des escroqueries par hameçonnage aux logiciels malveillants, voire au vol d'identité. Heureusement, il existe des moyens de renforcer la protection de la vie privée en ligne en utilisant un logiciel antivirus, en désactivant le suivi, en vérifiant la sécurité des sites et en choisissant des mots de passe plus forts. Mots de passe forts. Lorsque l'on parle de mots de passe forts, il faut préciser qu'ils doivent être difficiles à deviner, mais faciles à retenir. Lorsque vous créez votre mot de passe pour un site en ligne ou un média social, essayez de vous souvenir des conseils suivants. Choisissez un mot de passe d'au moins 8 caractères, plus il y a de caractères, mieux c'est. Mais ne le rendez pas trop long pour qu'il soit facile à oublier. Choisissez un mélange de lettres majuscules et minuscules. Choisissez un mélange de lettres et de chiffres. Incluez au moins un caractère spécial, par exemple, un point d'exclamation, un hashtag, un astérisque, etc. N'oubliez pas que vous ne devez pas utiliser le même mot de passe pour plus d'un compte et que vous devez essayer de le changer régulièrement. Idéalement, tous les 6 mois. Logiciel antivirus et anti-spyware. Un programme antivirus est un logiciel qui protège votre appareil contre les virus ou autres programmes malveillants qui peuvent infecter votre ordinateur. Les programmes antivirus analysent en permanence votre appareil et vos emails, à la recherche de programmes potentiellement dangereux. En bref, ils s'emploient à détruire efficacement les dangers potentiels. La protection contre les logiciels espions est incluse dans certains programmes antivirus.
Elle permet de vous protéger contre les logiciels espions. Les logiciels espions sont des logiciels installés à votre insu ou sans votre consentement qui peuvent surveiller vos activités en ligne et recueillir des informations personnelles lorsque vous êtes en ligne. Les logiciels anti-logiciels espions servent à prévenir et à supprimer les logiciels espions dont vous pouvez faire l'objet. Examinez la sécurité du site. Décoder les politiques de sécurité d'un site peut être une tâche difficile. En général, il s'agit de longs documents au langage compliqué. Voici quelques signes positifs à la lecture de ces déclarations de confidentialité. Une description des données collectées, telles que les méthodes de paiement et les adresses IP, et un aperçu de la manière dont elles sont utilisées. Une déclaration indiquant les tiers susceptibles d'utiliser les données collectées. Une description détaillée des protocoles de sécurité. Une description détaillée des choix en matière de protection de la vie privée et des options permettant de récupérer les données collectées. Des informations de contact pour toute question concernant la sécurité. Quelques conseils concernant les déclarations de confidentialité peuvent être de rechercher les mots-clés tiers et de voir si les données sont partagées ou vendues à d'autres entreprises ou s'il existe une raison légitime de partager les informations pour des raisons pratiques. Les cookies, ou les petits morceaux d'informations de suivi utilisés par les sites web, peuvent constituer un problème potentiel de confidentialité lorsque vous surfez en ligne. Les cookies sont un petit morceau d'information que presque tous les sites web utilisent pour recueillir des informations sur les visiteurs du site. Ils peuvent être utiles car le système se souvient du site web, mais ces mêmes cookies révèlent des informations sur votre historique et votre comportement en ligne. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez limiter le comportement des cookies. Vous pouvez effacer l'historique du navigateur et supprimer les cookies dans les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez activer l'option « Ne pas s'abonner » dans les paramètres de votre navigateur. Faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Comme ces derniers permettent de partager en ligne toutes sortes d'aspects privés de la vie, il est très important de contrôler qui peut voir les informations partagées. Les voleurs d'informations peuvent utiliser les publications sur les réseaux sociaux pour recueillir des informations, puis les utiliser pour pirater d'autres comptes ou pour commettre un vol d'identité. Assurez-vous d'avoir vérifié les options de confidentialité et de les utiliser pour limiter le partage de vos informations personnelles. Assurez-vous de vérifier et d'approuver ce qui est visible par le grand public à partir de vos profils en ligne. Une fois que vous avez lu et approuvé la quantité d'informations que vous consentez à partager avec la plateforme en ligne, l'entreprise récupère vos données et les stocke dans des serveurs de données. L'endroit où ces données elles-mêmes sont stockées est de la plus haute importance, car les violations de données peuvent les exposer sur ces serveurs à des individus inconnus et malveillants. C'est pourquoi il est vraiment important de rechercher et de vérifier si les services web que vous utilisez assurent un stockage approprié des données. Le Règlement général sur la protection des données, ou plus communément appelé RGDP, est une loi européenne sur la protection de la vie privée et la sécurité qui impose des obligations aux organisations, où qu'elles soient, tant qu'elles ciblent ou collectent des données liées à des personnes dans l'UE. Il s'agit d'un vaste ensemble de lois, qui visent à imposer des lois strictes concernant les données des clients en ligne, la collecte des données et le traitement des données. Les lois RGDP visent à protéger les données personnelles et à empêcher qu'elles soient utilisées sans le consentement de l'utilisateur. En quoi cela vous concerne-t-il ? En bref, le RGDP vous permet d'avoir le contrôle sur vos données et signifie que vos informations personnelles ne peuvent pas être stockées ou utilisées sans votre consentement. La loi exige également des informations claires concernant les données utilisées et donne le droit de retirer un consentement donné précédemment quand l'utilisateur le souhaite. Ainsi, les services web doivent respecter la décision de l'utilisateur. Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent donner leur consentement qu'avec l'autorisation de leurs parents. Chapitre 5. Relations et communication. Tout comme dans la vie réelle, la communication en ligne est soumise à certaines règles et coutumes. Par rapport à la communication dans la vie réelle, la communication en ligne a la capacité d'exposer nos données dans une plus large mesure. Les informations et les données que nous laissons en ligne peuvent être visibles par d'autres personnes dans le monde entier, de ce fait, le risque est plus grand. Tout ce que nous publions ou partageons en ligne est permanent, de sorte que même le fait de commenter des messages spécifiques peut avoir des conséquences pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la trace numérique. Les informations que vous partagez en ligne peuvent être utilisées pour se faire une idée de vous en tant que personne, de vos activités et de vos intérêts. Il est recommandé de réfléchir avant de mettre en ligne tout type d'informations. Une fois que vous avez mis quelque chose en ligne, tout peut lui arriver, il peut être copié, partagé et attirer rapidement une attention indésirable et il y restera probablement de manière permanente. C'est ce qu'on appelle votre trace numérique, qui comprend les informations vous concernant qui existent sur l'Internet en raison de votre activité en ligne.
Il est important de ne pas oublier de gérer positivement votre trace numérique afin d'être un bon citoyen sur Internet. Les messages directs, les appels vidéo et les mises à jour de statut constituent l'un des moyens de communication en ligne les plus courants. C'est la base du réseautage social. La messagerie directe est surtout utilisée pour communiquer avec une personne ou un petit groupe, généralement via des applications de messagerie comme Facebook Messenger, Viber, WhatsApp. C'est un moyen rapide de communiquer des messages courts à d'autres personnes et de rester en contact. Par rapport aux messages directs, les appels vidéo impliquent une vidéo ainsi que l'audio des deux participants à la conversation. Les appels vidéo vous donnent la possibilité de discuter avec quelqu'un à voix haute sur votre appareil, tout en voyant son visage à l'écran également. Cette forme de communication est idéale pour les amis et les familles qui peuvent être séparés par la distance. L'époque où il fallait écrire des lettres et attendre avec impatience la réponse du facteur est révolue. Les mises à jour de statut utilisent la structure du réseau social pour diffuser le message souhaité à un groupe de personnes en réseau sans leur envoyer directement un message. Avec l'évolution de la technologie, tous ces types de communication peuvent se chevaucher, par exemple, la possibilité d'envoyer des messages audio via une application de messagerie directe. Commenter des messages sur les réseaux sociaux, des articles de blog ou différents sites web peut être un autre moyen de communication en ligne. Ce mode de communication est rapide, instantané et au bout de vos doigts. Il est important de se rappeler que, contrairement à la communication dans la vie réelle, la communication en ligne peut rester visible en permanence sur Internet. C'est pourquoi il est très important de respecter la netiquette lors de la communication en ligne. Une bonne netiquette consiste à se rappeler que vous communiquez avec un être humain réel derrière le nom de l'écran et à être poli comme vous le seriez dans la vie réelle. Lorsque vous communiquez en ligne, vous devez être poli, agréable. N'oubliez pas de vérifier votre grammaire et d'énoncer clairement vos expressions afin d'éviter les malentendus en ligne. Écrire tout en majuscule peut être un autre point de malentendu car cela est généralement perçu comme le fait d'hausser la voix. Il est également important d'utiliser un langage respectueux envers les autres. Les injures, les jurons et autres insultes peuvent non seulement blesser les autres, mais aussi rester sur l'Internet pendant très longtemps pour que d'autres puissent les voir. Cela vaut pour tous les réseaux sociaux, les blogs et les commentaires, même s'ils semblent anonymes et qu'il est impossible de remonter jusqu'à l'auteur initial. Mais c'est tout à fait possible. Une autre règle générale est d'éviter d'envoyer par courrier électronique des fichiers volumineux qui risquent de dépasser la capacité de leur messagerie ou de ne pas arriver du tout. En général, il est préférable de le télécharger sur votre propre espace ou nuage et d'envoyer le lien à la personne pour qu'elle le visualise. Veillez à respecter la vie privée des autres personnes lorsque vous envoyez des messages électroniques, car elles ne souhaitent peut-être pas que leur adresse électronique ou leurs coordonnées soient transmises à un troisième groupe de personnes. Il s'agit là de quelques règles générales de netiquette qui s'appliquent dans la plupart des situations. Cependant, il existe de nombreux environnements en ligne différents auxquels s'appliquent des règles légèrement différentes. Il est généralement conseillé de connaître la communauté ou l'environnement en ligne auquel vous participez et de suivre les directives de la communauté. Par exemple, un environnement de travail en ligne peut exiger un comportement différent de celui d'une communauté d'activités en ligne avec laquelle vous pouvez interagir pendant votre temps libre. En passant de plus en plus de temps en ligne, nous commençons à nouer des relations avec les différentes personnes avec lesquelles nous interagissons. De nos jours, de plus en plus de personnes s'engagent dans des relations amoureuses via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres en ligne. Les applications de rencontres en ligne, telles que Tinder, ont transformé le monde des rencontres en ligne. La communication en ligne a influencé et modifié les relations dans une certaine mesure, car elles se déroulent généralement davantage par le biais de textes écrits et d'images, par rapport à la communication et aux relations traditionnelles en face à face. De plus en plus de personnes recherchent leur partenaire de vie par le biais de services comme Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, et la communication des partenaires se fait à la manière de l'environnement de ces services. Par exemple, Tinder et d'autres applications de rencontres similaires permettent de visualiser les photos de partenaires potentiels et, en glissant vers la gauche ou la droite, de donner un avis positif ou négatif sur cette personne. Après l'approbation des deux parties, la communication par chat peut commencer. Il s'agit d'une méthode de communication radicalement différente de la rencontre en face à face, qui a une influence directe sur la façon dont les relations se forment. Comme ces relations peuvent être saines et durables, il faut se méfier des dangers liés à ce type de comportement. Puisque la communication se fait en ligne, certains des utilisateurs répertoriés dans ce type d'application peuvent ne pas fournir des informations correctes ou véridiques sur eux-mêmes. Cela peut entraîner une situation trompeuse par la suite. Dans certains cas,
Les profils répertoriés dans les applications ou sur n'importe quel site peuvent ne pas indiquer l'âge réel de la personne, son statut, ou même ne pas être une personne réelle. De faux profils sont souvent créés dans l'espoir de tromper émotionnellement les informations d'une personne. C'est ce qu'on appelle le catfishing et il existe peu de moyens de vérifier la validité d'un profil. Si un profil semble un peu étrange, il est bon de chercher le nom sur Google et de vérifier les informations disponibles. Il en va de même pour les photos. En recherchant la photo sur Google, vous pouvez vérifier si la photo appartient à un autre personnage. En général, un bon signe est que vous puissiez parler avec la personne par appel vidéo et vous assurer qu'elle existe réellement et qu'il ne s'agit pas d'un faux profil. Les tromperies en ligne telles que le catfishing peuvent causer un stress émotionnel et des risques financiers importants à leurs victimes. Il est donc essentiel d'être conscient de ces fraudes en ligne pour naviguer dans les rencontres en ligne. L'une des façons de se protéger est de faire attention aux informations que vous envoyez par le biais de la communication en ligne. Des millions de personnes dans le monde utilisent des services de rencontres en ligne ou des applications de rencontres. Gardez à l'esprit que ces services ne vérifient pas les antécédents criminels des utilisateurs. C'est donc à vous de déterminer si vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Vous pouvez néanmoins accroître votre sécurité lorsque vous interagissez avec d'autres personnes par le biais d'applications et de services de rencontres en ligne en évitant de vous connecter à des profils suspects, en vérifiant votre rendez-vous potentiel sur les réseaux sociaux et en attendant de partager des informations personnelles. Vous ne devriez jamais répondre à une demande d'envoi d'argent, surtout à l'étranger ou par virement bancaire. La liste ci-dessous propose quelques exemples d'histoires courantes ou de comportements suspects que les escrocs peuvent utiliser pour susciter la confiance et la sympathie afin de pouvoir manipuler un autre utilisateur de manière malsaine. Soyez très prudent si la personne avec qui vous communiquez demande une aide financière de quelque manière que ce soit, souvent en raison d'une crise personnelle soudaine, si elle prétend être veuve depuis peu et avoir des enfants, si elle disparaît soudainement du site puis réapparaît sous un autre nom, si elle donne des réponses vagues à des questions spécifiques, si elle est trop élogieuse et romantique trop tôt dans votre communication, si elle vous presse de donner votre numéro de téléphone ou de parler en dehors de l'application ou du site de rencontre, si elle demande votre adresse personnelle ou professionnelle sous prétexte d'envoyer des fleurs ou des cadeaux, si elle raconte des histoires incohérentes ou grandioses. Si la personne avec laquelle vous avez fait connaissance n'a pas de biographie, pas de compte de réseaux sociaux liés ou n'a posté qu'une seule photo, il peut s'agir d'un faux compte. Les rencontres en ligne peuvent être passionnantes, mais il est aussi particulièrement important d'être prudent. Une partie des relations est constituée par l'intimité physique entre les partenaires et comme les relations en ligne ne comportent pas cette partie, l'intimité peut souvent être exprimée par l'envoi de messages, de photos ou de vidéos explicites ou, en bref, par le sexting. Ce comportement peut être particulièrement risqué si le partenaire qui reçoit les données n'est pas digne de confiance, ce qui peut entraîner le partage des données avec le grand public au prix de dommages moraux pour la personne qui a envoyé les données en premier lieu. D'une manière générale, il est recommandé de ne pas envoyer de matériel explicite à des inconnus sur Internet, de se méfier des personnes trompeuses en ligne et de pratiquer une communication sûre et respectueuse sur les réseaux sociaux. Chapitre 6. Les dangers du partage excessif de contenu en ligne. Les réseaux sociaux peuvent être un outil extrêmement pratique pour certains groupes comme les personnes âgées dont les interactions sociales sont limitées. La possibilité de rester en contact avec les amis et la famille, de se divertir et même de trouver de nouveaux amis peut faire la différence entre la solitude et une vie plus épanouie. Toutefois, les réseaux sociaux comportent de nombreux risques s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Le partage de messages, de vidéos ou d'images sur les réseaux sociaux peut constituer une communication efficace vers un groupe d'amis plus large, mais aussi une vulnérabilité potentielle dans certains cas, lorsque des escrocs et des harceleurs sont impliqués. La structure de la plupart des réseaux sociaux est conçue de manière à augmenter la quantité de données que vous y déposez. La plupart des réseaux sociaux vous demandent d'ajouter votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre lieu de résidence et, si vous payez pour un service premium, même vos données financières. Elles le font en proposant des avantages et des rappels pour augmenter la possibilité pour l'utilisateur d'ajouter ses données personnelles sur la plateforme. Vous pourriez penser: pourquoi est-ce si grave d'avoir ces données personnelles sur les réseaux sociaux? N'oubliez pas que les internautes ne sont pas tout ce qu'ils semblent être. Il se peut que l'adorable nouvel ami avec lequel vous avez récemment bavardé se révèle être un arnaqueur clandestin. En donnant l'apparence d'une amitié, l'escroc pourra recueillir suffisamment de données personnelles pour deviner efficacement la question de sécurité de votre profil et accéder à votre mot de passe ou à votre compte bancaire. Même la date de naissance peut être utilisée par un escroc. Ce n'est jamais une bonne idée de partager des informations financières avec quelqu'un en ligne, même s'il s'agit d'un rendez-vous potentiel. En général,
il est plutôt suspect que quelqu'un commence à vous demander des détails financiers spécifiques. Le fait d'enregistrer ou d'afficher l'endroit où vous vous trouvez peut également poser problème. Par exemple, si vous publiez vos photos de vacances, l'harceleur saura que vous n'êtes pas chez vous et que votre maison est vide. Il est préférable de poster les photos après votre retour de vacances. C'est pourquoi il est vraiment important d'être sélectif lorsque vous acceptez de nouvelles demandes d'amis. Si la personne ne vous semble pas familière ou si vous ne la connaissez pas, il est préférable de ne pas accepter la demande d'amis. Le partage excessif de données personnelles sur l'Internet constitue un risque sérieux pour votre vie privée. Il peut être tentant, dans un moment de passion ou de colère, de se défouler sur son compte de réseaux sociaux et de partager des détails intimes sur sa relation, ses affaires personnelles ou un drame familial, mais les informations ainsi publiées peuvent constituer un bon matériau pour les cyberharceleurs ou les escrocs. Ces informations leur donnent une source utile de votre vie privée et peuvent potentiellement être utilisées à mauvais escient. Une photo drôle et embarrassante publiée sur votre profil en ligne peut faire rire mais, entre les mains de mauvaises personnes, elle peut causer de graves problèmes dans la vie réelle sur la réputation et l'image de l'utilisateur. Il en va de même pour la publication de photos embarrassantes ou intimes d'une autre personne qui peuvent mettre en danger son bien-être dans la vie réelle. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les photos et vidéos d'enfants. Lorsqu'ils sont jeunes, ils peuvent ne pas faire grand cas des photos d'eux sur les réseaux sociaux, mais plus tard dans leur vie, ils peuvent se sentir gênés par ces photos en grandissant. Leur vie privée devient alors une préoccupation majeure. Ils pourraient avoir l'impression de ne pas être maîtres de leurs valeurs ou de leur corps. Les mêmes photos, vidéos ou anecdotes pourraient être une source d'intimidation plus tard dans leur vie par leur père à l'école ou pourraient avoir un impact sur l'avenir de l'enfant d'une manière inattendue. Les images resteront sur l'Internet pendant des années, et nous ne savons pas quels seront leurs objectifs lorsqu'ils seront grands. Dans certains cas, le partage de photos ou de vidéos intimes de vos enfants peut attirer des personnes assez dangereuses. Il arrive que des photos d'enfants publiées sur des sites de réseaux sociaux se retrouvent ensuite sur des sites pornographiques pour enfants. Outre les photos ou les vidéos, les publications incluent souvent la géolocalisation, les points de repère ou les écoles que les enfants fréquentent, autant de données potentielles pour une utilisation dans le monde réel par un cyberharceleur. Compte tenu de tout cela, il est important d'être attentif et de faire attention aux données personnelles partagées en ligne. Si vous partagez trop d'informations personnelles, vous risquez de subir des pertes financières, de perdre votre réputation, voire de compromettre votre emploi. Une utilisation prudente et réfléchie des réseaux sociaux peut nous fournir des outils utiles qui nous relient aux autres dans le monde numérique, minimisant ainsi les risques auxquels vous ou vos proches pourriez être confrontés. Alors, comment se protéger ? Tout d'abord, vous pouvez commencer par vérifier les paramètres de confidentialité des plateformes de réseaux sociaux que vous utilisez. Dans les paramètres, parcourez vos options de confidentialité. Vous pouvez y régler qui voit vos publications et la quantité d'informations que vous partagez avec les autres. Si vous avez ajouté trop d'informations personnelles, vous pouvez les supprimer. N'oubliez pas que les photos de profil et de couverture sont toujours accessibles au public. Réfléchissez bien avant d'accepter des demandes d'amis et assurez-vous de connaître et de faire confiance aux nouvelles demandes d'amis que vous recevez. Si vous n'êtes pas sûr, n'acceptez pas la demande. Évaluez le public auquel s'adressent vos messages sur les réseaux sociaux et choisissez soigneusement qui souhaite avoir accès à quelles informations. Méfiez-vous des quiz, jeux et autres applications qui vous demandent de communiquer vos données personnelles pour pouvoir vous donner un résultat ou un accès au jeu. Ne faites pas confiance à une application ou à un quiz avant d'avoir vérifié le développeur et de vous être assuré de la sécurité de l'application. Comme dans toutes les choses de la vie, le partage en ligne peut apporter de la connectivité et de la proximité, mais un partage excessif peut entraîner des risques dans la vie réelle. Une utilisation réfléchie des réseaux sociaux est la clé d'une vie en ligne réussie et agréable. Chapitre 7. Quels sont les réseaux sociaux qui me conviennent le mieux ? Toutes les réseaux sociaux ne sont pas créés dans le même but. Les différentes plateformes ont des objectifs, des publics et des méthodes de fonctionnement différents. Une chose qu'elles ont toutes en commun est la partie sociale. Elles sont créées pour offrir une plateforme de communication à l'utilisateur afin qu'il puisse se connecter avec des personnes qu'il connaît ou d'autres utilisateurs partageant les mêmes idées. Certaines plateformes y parviennent en proposant des méthodes de communication pour l'envoi de messages textes, d'autres par le biais d'images ou de vidéos, et beaucoup, très souvent, combinent toutes ces méthodes et ajoutent constamment des méthodes et des idées supplémentaires. Certains réseaux sociaux se concentrent sur les amis et la famille, tandis que d'autres se concentrent sur le travail et les sujets liés à ce dernier. Il existe des plateformes qui servent surtout à aborder des sujets liés à l'art ou aux loisirs ou simplement à regarder des vidéos créées par les utilisateurs. Elles évoluent et changent constamment, il peut donc être un peu difficile de les suivre.
Explorons les réseaux sociaux les plus populaires de nos jours. Facebook. Facebook, l'un des réseaux sociaux les plus utilisés, Facebook compte plus de 2,89 milliards d'utilisateurs dans le monde. Même s'il a été créé à l'origine pour mettre en relation des étudiants universitaires, il est aujourd'hui surtout considéré comme une plateforme familiale où vous pouvez vous connecter avec la plupart des membres de votre famille ou des amis perdus de vue depuis longtemps. Twitter. Twitter est avant tout un service textuel et est souvent appelé microblogging. Il vous permet de partager de petits messages textuels de 280 caractères maximum avec un large public. Il est surtout utilisé pour les commentaires, les critiques, le partage d'idées, les nouvelles ou d'autres sujets divers. Le public de cette plateforme est principalement composé de jeunes, âgés de 18 à 29 ans. Pinterest. Pinterest est une plateforme visuelle de type Pinboard qui collecte et classe différentes images en fonction de vos intérêts et de votre esthétique. Elle met en relation les gens à travers des intérêts partagés avec d'autres utilisateurs. LinkedIn. LinkedIn est un réseau social destiné aux professionnels. L'objectif de ce réseau est de connecter différents professionnels de certains domaines afin de fournir de meilleures opportunités d'affaires et de réseautage. Le profil peut être construit comme un CV et il y a la possibilité de rechercher des emplois. YouTube. YouTube est un réseau social de producteurs de vidéos et aussi d'utilisateurs qui aiment regarder des vidéos. L'interaction sur cette page se fait soit en publiant des vidéos, soit en regardant, en aimant et en commentant des vidéos. La plupart des utilisateurs de cette plateforme sont âgés de 18 à 34 ans. Instagram. Instagram a été créé à l'origine pour la photographie vintage et la photographie en général, mais sa popularité a augmenté en 2012. Il est désormais utilisé principalement comme une plateforme de photos où le principal moyen de communication est constitué par les images ou les vidéos postées. La majorité des utilisateurs d'Instagram sont des jeunes de 18 à 29 ans. TikTok. TikTok est un service de réseau social basé sur le partage de courts clips vidéo, le plus souvent drôles. Il a gagné en popularité en 2020 et est surtout utilisé par les jeunes. Comment savoir quelle plateforme de réseaux sociaux est la meilleure pour moi ? Nous pouvons commencer par évaluer le désir d'être sur un réseau social. Souhaitez-vous partager vos vidéos avec les autres, publier des opinions sur certains sujets, ou simplement vous connecter avec vos amis ou votre famille ? Toutes les plateformes de réseaux sociaux répondent aux préférences de chaque utilisateur, quel que soit le sujet et la méthode. Les services de messagerie et les connexions avec des amis sont proposés par Facebook, tandis que Twitter offre une plateforme pour de courtes bribes d'informations. LinkedIn se concentre sur l'établissement de contacts professionnels et liés à l'emploi, tandis que YouTube se concentre uniquement sur le contenu vidéo. Quel que soit le réseau social que vous utilisez, vous devez vous assurer qu'il est utilisé de manière sûre et saine. Il existe deux façons d'utiliser ces réseaux. L'utilisation active est un comportement en ligne qui facilite les échanges directs, comme commenter, liker, envoyer des messages et s'engager avec le contenu et les utilisateurs de la plateforme. À l'opposé, l'utilisation passive consiste à scroller sans interaction directe avec les autres utilisateurs. Quelle que soit la façon dont nous utilisons ces plateformes, la présence toujours plus importante des réseaux sociaux dans notre vie quotidienne ne fait aucun doute. Presque tout le monde utilise une forme ou une autre de réseaux sociaux, de plus en plus, nous effectuons nos tâches quotidiennes en ligne. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas inhabituel d'utiliser des sites en ligne pour faire des achats, discuter avec des amis ou chercher à se divertir, car nous nous complaisons constamment dans l'univers des réseaux sociaux. Toutes ces plateformes sont des outils pratiques pour rester en contact avec les gens du monde entier, explorer vos centres d'intérêt ou partager des parties de votre vie avec d'autres. Avec une utilisation prudente des réseaux sociaux, ces plateformes peuvent être bénéfiques et ajouter de la valeur à votre vie. Une partie de cette valeur réside dans la création ou le maintien de relations qui se sont peut-être éteintes en raison de la distance ou du temps. Si utilisés de manière appropriée, les réseaux sociaux peuvent également être éducatifs et fournir de nombreuses informations utiles, voire susciter un engagement civique. Lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, sûre et saine, ils peuvent être engageants et informatifs, plutôt qu'intimidants. Chapitre 8. Crédit et droits d'auteur. Lorsque nous utilisons Internet, nous trouvons d'innombrables images, vidéos et textes divers. En termes généraux, tout cela est considéré comme du contenu. Nous interagissons avec le contenu en ligne en le lisant, en le visualisant, en le publiant, en le réaffichant et en créant notre propre contenu. Ce processus fait de nous des consommateurs, mais aussi des créateurs et des distributeurs de contenu. En termes plus simples, chaque fois que vous ouvrez une image sur un média social, que vous regardez une vidéo, que vous écoutez une chanson ou un podcast ou que vous jouez à un jeu,
vous consommez du contenu créatif. Si vous publiez une image, un texte écrit ou une chanson, nous devenons des créateurs de contenu dans le monde en ligne. Il arrive souvent que vous aimiez vraiment un contenu spécifique que vous trouvez en ligne et que vous souhaitiez le partager ou l'inclure dans votre propre contenu pour que d'autres puissent le voir. Le contenu que vous partagez a généralement un auteur spécifique et il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Cela signifie que le contenu que vous avez trouvé a été créé par quelqu'un qui a consacré son temps, son travail et sa créativité au contenu que vous trouvez sur votre écran. Naturellement, il mérite d'être protégé par la loi sur le droit d'auteur et d'être crédité. Qu'est-ce que le droit d'auteur ? Le droit d'auteur est la loi qui permet aux créateurs de tout type de contenu de contrôler l'utilisation de leur travail par d'autres. Cela signifie qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur ne peut être dupliquée, diffusée ou appropriée par d'autres sans l'autorisation du créateur. Le contenu protégé du créateur est considéré comme une propriété intellectuelle. Vous pouvez facilement reconnaître le matériel protégé par le droit d'auteur grâce au logo C et au cercle qui l'entoure. La propriété intellectuelle ou le contenu lui-même peuvent être achetés directement auprès de l'auteur ou par le biais d'une boutique conçue à cet effet et utilisés dans le respect des règles établies. Si vous n'êtes pas en mesure d'acheter le contenu ou si vous avez l'intention de l'utiliser pour une cause non lucrative, vous pouvez simplement obtenir l'autorisation de l'auteur. L'autorisation peut être obtenue en demandant au créateur de l'œuvre si une partie ou la totalité du contenu de l'œuvre peut être utilisée d'une manière spécifique. Pour ce faire, il faut généralement contacter directement le créateur de l'œuvre et lui demander l'autorisation. Dans certains cas, il est permis d'utiliser des parties de l'œuvre dans les conditions de l'usage loyal. Dans le cadre d'un commentaire, d'un reportage, d'un usage éducatif, d'une critique ou d'un rapport scientifique, des parties limitées de l'œuvre peuvent être utilisées. S'il n'est pas possible de demander une autorisation ou d'utiliser un contenu protégé, une solution alternative consiste à utiliser un contenu attribué en tant que Creative Commons. Ce contenu ne coûte rien, mais son utilisation est soumise à certaines règles. Dans la plupart des cas, le contenu Creative Commons requiert une certaine attribution ou le crédit de l'auteur. Ce contenu est limité à une utilisation non lucrative, et vous n'êtes pas autorisé à le modifier. Pour reconnaître ce contenu, vous pouvez rechercher le logo CC entouré d'un cercle. Par exemple, si vous avez besoin d'une image gratuite à utiliser pour votre blog de cuisine et que vous souhaitez utiliser la recherche Google pour cela, vous pouvez choisir l'option de recherche d'images dans le moteur de recherche Google. Une autre option consiste à utiliser l'un des nombreux sites web consacrés au contenu commun créatif, comme archive.org ou publicphoto.org, et à trouver le bon contenu pour votre blog. Lorsque vous utilisez du contenu protégé par des droits d'auteur dans le cadre de la licence d'utilisation équitable ou du contenu sous licence Creative Commons, il est moralement juste et légalement obligatoire de créditer l'auteur original de l'œuvre créative. Pour ce faire, il faut généralement expliquer qui est l'auteur original de l'œuvre et faire en sorte que d'autres puissent trouver l'œuvre originale et l'auteur. Par exemple, si vous avez utilisé une image ou un texte sur votre site web, vous devez indiquer le nom complet de l'auteur et le lien vers le site web de l'auteur. Ne pas respecter et suivre les règles du monde numérique en matière de droit d'auteur peut entraîner une violation des droits d'auteur et des poursuites judiciaires. Cela signifie que l'auteur peut demander que le contenu soit retiré du site web ou que les sites web reconnaissent automatiquement le contenu protégé par le droit d'auteur et le retirent de la vue. Dans les cas les plus graves, les affaires de violation du droit d'auteur peuvent aboutir devant les tribunaux. Le plagiat est un concept un peu différent de celui de la violation du droit d'auteur. Il s'agit principalement de l'appropriation des mots de quelqu'un d'autre et de les faire passer pour les siens. Cette faute professionnelle est assez courante dans le monde en ligne et dévalorise le travail et les efforts des auteurs qui ont investi leur temps et leurs connaissances pour créer un contenu original. C'est pourquoi il est éthiquement et moralement important de respecter les idées, les opinions et les créations des autres. En résumé, une utilisation responsable et respectueuse du contenu en ligne nécessite de vérifier d'abord qui est l'auteur du contenu avant de l'utiliser. Une fois l'auteur identifié, demandez-lui l'autorisation de l'utiliser et donnez-lui crédit. Si nécessaire, achetez-le et utilisez-le de manière responsable. Chapitre 9. Les réseaux sociaux s'occupaient. Une introduction à la fraude et à la tromperie en ligne. Chaque année, des millions de personnes âgées sont la cible d'escroqueries et de fraudes en ligne. On considère que les adultes plus âgés détiennent plus de richesses que les jeunes. La combinaison de leur vulnérabilité aux nouvelles fraudes numériques sophistiquées rend les adultes particulièrement attrayants pour les escrocs en ligne. Les adultes plus âgés sont moins enclins à signaler qu'ils ont été victimes d'une escroquerie en ligne. La diminution des capacités cognitives, l'isolement social et le faible niveau de connaissances numériques et financières contribuent à rendre ce groupe d'âge vulnérable aux escroqueries et à la fraude. Pour se protéger de ces fraudes,
il faut d'abord comprendre et être conscient de ces dangers. La fraude en ligne consiste à tromper les gens en leur fournissant de fausses informations ou en leur cachant des informations dans le but d'obtenir des gains financiers ou autres. Les escroqueries sont différentes méthodes de fraude conçues dans le même but et facilitées par les cybercriminels. Certaines des escroqueries les plus populaires sur Internet se présentent sous la forme de mails ou de messages sur les réseaux sociaux, comme des messages légitimes de votre banque vous demandant les détails de votre carte bancaire ou des emails contenant une offre spéciale d'un prince étranger offrant son héritage contre une petite somme d'investissement. Pour reconnaître un message d'escroquerie, il est judicieux de prêter attention à l'adresse électronique. Par exemple, une adresse électronique frauduleuse peut contenir le nom de votre banque mais aussi des chiffres ou des lettres aléatoires et ne ressemblera pas à l'adresse électronique officielle de la banque. Les contacts inattendus pour lesquels vous n'avez pas demandé à être contacté sont à éviter, de même que les messages qui vous demandent de prendre des décisions rapides et précipitées. Si le message semble trop beau pour être vrai, il l'est probablement. Les messages d'escroquerie peuvent contenir des noms d'entreprises mal orthographiés ou d'autres erreurs que l'entreprise réelle ne ferait pas. Un autre indicateur d'escroquerie est la demande d'envoi de votre mot de passe ou du code PIN de votre carte bancaire. Les entreprises ne demanderont jamais de telles informations personnelles par courrier électronique ou par un message sur les réseaux sociaux. Les concours et les prix proposés par courrier électronique, auxquels vous n'avez pas l'intention de participer, sont généralement un bon indicateur d'une escroquerie. Faire attention aux messages que vous ouvrez peut être crucial pour éviter d'être victime d'escroqueries en ligne. Pour vous protéger des escrocs, évitez les contacts inattendus et inconnus et veillez à ne pas donner d'informations personnelles de quelque nature que ce soit qui pourraient être utilisées à mauvais escient par la suite. Gardez vos mots de passe en sécurité et les changer régulièrement peut aider à prévenir l'usurpation d'identité. Si vous décidez d'effectuer un paiement anticipé à une entreprise, assurez-vous que celle-ci est légitime et vérifiez la validité du site web que vous utilisez. Un bon indicateur de l'utilisation d'un site sécurisé est de vérifier que l'adresse du site commence par HTTP, et pas seulement par HTTP. Lorsqu'on parle de tromperie et de fraude en ligne, il est important de mentionner la tromperie en ligne par des marionnettes. Il s'agit de fausses identités en ligne créées à des fins de tromperie. Elles peuvent apparaître sous forme de profils sur les réseaux sociaux ou sur d'autres sites web et tentent d'imiter des personnalités réelles. Comme leur nom l'indique, aucune personnalité réelle ne se cache derrière ces comptes SocPuppet. Ils sont généralement créés en masse et pour une raison précise. Les comptes SocPuppet sont créés afin d'escroquer. Par exemple, certains comptes de SocPuppet sont utilisés pour rédiger des critiques sur un produit spécifique et créer un préjugé positif artificiel à l'égard de ce produit dans l'espoir que le véritable client verra la critique et achètera le produit. Certains d'entre eux ont pour fonction de voter sur des sondages en ligne et de créer des sondages d'opinion artificielle en faveur de la personne qui a commandé leur création. Il en va de même pour les comptes SocPuppet créés sur les réseaux sociaux dans le but d'accroître artificiellement le soutien et la visibilité d'opinions ou de points de vue politiques spécifiques. Parfois, les comptes SocPuppet sont créés pour échapper au blocage d'un site web. Lorsque l'utilisateur d'origine est banni du site web pour non-respect des règles, il peut créer l'un de ses comptes pour échapper à l'interdiction et continuer à utiliser le site web. La tromperie SocPuppet a le pouvoir de paraître naturelle et convaincante, tout en ayant un grand nombre de faux comptes pour attribuer des chiffres, ce qui peut induire en erreur et tromper les gens en leur faisant croire une opinion ou un point de vue déjà formé sur un sujet particulier. Il est donc important de savoir reconnaître ces comptes et d'éviter d'être trompé par eux. Parmi les signes précurseurs, on peut citer les faux avatars ou les faux noms. Beaucoup de ces comptes peuvent être créés rapidement ou en masse, sans que l'on y consacre suffisamment de temps et d'efforts pour qu'ils ressemblent à de véritables comptes personnels. Ils peuvent également publier beaucoup de messages, généralement liés à un sujet de promotion spécifique. Il est conseillé de vérifier les amis du compte. Les comptes SocPuppet sont généralement reliés entre eux par un réseau de connexions d'amis. Si les contacts de ce compte publient exactement la même chose, il se peut qu'ils soient des comptes SocPuppet du même créateur. Comme ils sont contrôlés par la même source, ils peuvent avoir un contenu synchronisé avec les mêmes informations publiées. Dès que vous identifiez des comptes trompeurs et nuisibles, il est conseillé de les signaler aux administrateurs du site web ou des réseaux sociaux. Pour ce faire, choisissez l'option « Signaler » sur leur profil et indiquez la raison du signalement. En faisant cela, les administrateurs du site web peuvent les bannir, les supprimer et ainsi minimiser les dommages causés aux autres utilisateurs du réseau. Épilogue. Merci d'avoir écouté le livre audio du projet WOSA pour les apprenants adultes. Il s'agissait d'un résumé des sujets les plus importants, qui vous aidera à mieux comprendre le monde virtuel. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles. Veuillez consulter notre site web www.wosa.eu pour obtenir de plus amples informations et du contenu utile sur le monde numérique.
Le projet WOSA est cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n'engage que ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.